Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. 7h48 sur Sud Radio et notre invité justement du petit déjeuner politique, Jean-Christophe Lagarde, est avec nous, président de l'UDI et député de Seine-Saint-Denis. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour Jean-Christophe Lagarde. Alors figurez-vous que depuis ce matin, on pose cette question à nos auditeurs et ce sondage. Comment avez-vous trouvé le président Macron? On leur a proposé 3 idées, solutions. Rassurant, déconnecté ou sans surprise. Majoritairement, nos auditeurs répondent déconnecté. Et pour vous alors, déconnecté, sans surprise, rassurant, Inquiétant. Inquiétant, on aurait pu... Inquiétant parce que le président de la République, qui lui-même avait dit le 14 juillet, vous en saurez plus sur le nouveau chemin que je veux proposer, la reconstruction, etc., m'a donné le sentiment de ne pas savoir où il nous conduisait. Le fameux nouveau chemin... Il n'y en avait pas. Oui. Il y a eu une longue défense de son bilan. Et son bilan, les Français le connaissent. On n'a pas besoin de passer 40 minutes là-dessus. Sur l'incompréhension aussi, qu'il peut y avoir. Oui, mais enfin, excusez-moi, le rendez-vous qu'il a lui-même fixé, le 14 juillet, cette intervention exceptionnelle dans son quinquennat. Là, je vais dans votre sens. C'était, voilà. Et d'ailleurs, le boulot du président, c'est de fixer un cap, de donner une ligne, d'essayer de nous rassembler derrière quelque chose. Et après la défense du bilan, on a eu des considérations sur l'épidémie. Et très franchement, je pense que le chef de l'État, le gouvernement, n'en font pas assez sur le sujet. Oui, il faut que nous soyons raisonnables pour ne pas resubir ce que nous avons subi. Il a dit lui-même, les signes de reprise de l'épidémie sont là. Un petit peu, comme il dit, mais enfin, ils sont là. Et quand vous interrogez du personnel hospitalier, des unités Covid qui rouvrent un peu partout en France. C'est le cas encore dans les quartiers nord de Marseille. Bien sûr, un peu partout en France. Y compris dans des départements comme la Mayenne, qui n'étaient absolument pas touchés lors de la première vague. Mais alors, du coup, sa seule annonce concrète, ce port du masque obligatoire dans les lieux clos publics pour le 1er août, pour vous, c'est trop tard? On va faire ça maintenant? Là aussi, j'ai une incompréhension. Il a fallu 48 heures au gouvernement pour nous annoncer qu'on était confinés, qu'on devait tous rester chez nous. Il faut 17 jours pour pouvoir porter un masque dans les lieux clos. Pourquoi ? Puisque la reprise de l'épidémie semble être là, et je rappelle à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent que quand on a la photo à l'instant T, aujourd'hui, du niveau de pandémie, c'est en fait celle d'il y a 15 jours, puisqu'il y a 14 jours de délai avant que la maladie ne se déclare. Donc je trouve même que là-dessus, j'espère que le Premier ministre va annoncer une accélération de cette mesure. Les médecins la demandent, et très franchement, si ça n'est agréable pour personne, on aimerait tous être libérés de ce virus, tous revenir à une vie normale comme avant. L'OMS elle-même dit c'est pas pour demain. Donc si on veut protéger les vies, si on veut protéger notre économie, nos emplois, c'est aussi à chacune et chacun d'entre nous d'être raisonnable. Jamais dans l'histoire de l'humanité, nous n'avons à ce point dépendu les uns des autres. Et si la raison ne suffit pas, il faut que la règle l'impose. Donc vous le trouvez inquiétant. Est-ce que vous avez entendu... Mais ce que je trouve inquiétant, c'est que le boulot du chef de l'État, c'est de montrer un chemin et que je n'ai pas vu de chemin. On parlera du chemin et puis notamment des mesures sanitaires prochaines ou pas avec Benjamin. Jean-Christophe Lagarde, est-ce que vous avez... le président Macron n'a pas cessé de marteler les mots conscience, dialogue social. Est-ce que vous avez entendu un président de droite ou un président plutôt rassembleur qui a besoin de renouer justement avec ce dialogue? J'ai entendu un président qui a cherché d'abord à essayer de faire oublier Jupiter. De dire finalement, oui, je suis le chef, mais on va parler ensemble. Le dialogue social, excusez-moi, il a parlé, mais tant mieux. Maintenant, c'est l'épreuve des faits qui nous montrera si c'est un discours sans lendemain ou si c'est une méthode. Je pense d'ailleurs que c'est la méthode que le Premier ministre, lui, souhaite en tout cas appliquer. Bon. Qui sera cet après-midi d'ailleurs devant l'Assemblée nationale. Et on l'aura cet après-midi dans le discours de politique générale. Mais là encore, c'est l'épreuve des faits. Vous savez, quand on gouverne depuis 3 ans, les mots ne suffisent plus. Ce sont les gestes, les actes, les décisions concrètes qui finissent par être convaincants ou pas. Mais c'est concret, c'est convaincant pour vous. Il a annoncé pas mal de chiffres pour ce plan de relance économique, 100 milliards d'euros, la priorité sur les jeunes avec l'exonération de cotisations, 300 000 contrats d'insertion. Enfin d'ailleurs, on se demande tous ces chiffres pour beaucoup d'où vient cet argent magique ou pas. Concrètement, le retour de l'argent magique dans le débat politique est aussi inquiétant. C'est-à-dire qu'on est en train de dépenser beaucoup d'argent que nous n'avons pas. Mais nous, centristes, qui avons toujours été très préoccupés par la dette que nous avons contractée alors même qu'il n'y avait pas de crise, sans utilité, ne disons pas aujourd'hui, il ne faut pas faire d'efforts. Pourquoi ? D'efforts, y compris de dépenses et y compris d'emprunts.
Pourquoi ? Parce que tout ce que vous n'allez pas faire pour sauver les entreprises aujourd'hui, pour sauver les emplois aujourd'hui, vous coûtera beaucoup plus cher. C'est-à-dire qu'emprunter de l'argent pour sauver des emplois et des entreprises, c'est finalement préserver aussi les contribuables demain. Ouais. Donc c'est pas là-dessus que je... Bon, après sur l'emploi des jeunes, pour dire les choses, il a supprimé 180 000 contrats aidés depuis qu'il est président de la République. Il en recrée 300 000, ça fait 120 000 de plus pour faire face à la crise. Et quand il aligne tous ces chiffres, les 100 000 contrats, les services civiques, les 200 000 en formation, ces 300 000 là, bah, sur une génération de 800 000 jeunes, on a l'impression que tous vont se retrouver là-dedans. Je suis pas très sûr que ce soit... C'est bien d'avoir l'ambition, je suis pas très sûr que ce soit une réalité concrète qui se traduira sur le terrain. Vous parlez du chemin un peu flou, on n'en sait pas beaucoup plus, notamment il y a un exemple très clair, justement inversement parlant, sur cette réforme des retraites. En fait, on sait qu'on ne sait pas si ça passera ou pas sur ce quinquennat. Non, je pense qu'on sait surtout qu'il ne veut pas dire ce qu'il va faire. Ils ont commis une erreur. Je le dis très à l'aise, on a martelé ça pendant 8 à 9 mois. Il y a une réforme systémique, comme on dit, c'est-à-dire la retraite par points, qui est nécessaire et que les Français comprenaient. C'est l'égalité pour tout le monde et c'est une meilleure prise en compte. Et puis, alors qu'il n'a pas été mandaté pour cela à l'élection présidentielle, il avait dit « je toucherai pas à l'âge », il a voulu ajouter une réforme paramétrique, comme on dit, c'est-à-dire modifier l'âge de la retraite. Et cette deuxième réforme, il va la laisser tomber. Je trouve qu'il était plus simple de le dire. Et il va faire passer ou essayer de faire passer la première, celle que tout le monde peut comprendre. La seconde, excusez-moi, ce sera le débat de l'élection, un des débats de l'élection présidentielle. Il n'a pas été mandaté pour ça. Et les Français rejetaient ces versions-là. Je vais même vous dire, moi j'ai expliqué qu'il me paraissait absurde de vouloir faire travailler les Français plus longtemps, à la fin de leur carrière professionnelle, alors qu'on peut le faire au cours de la carrière professionnelle. Au lieu de travailler 35 heures, en travaillant 37 heures par semaine, on aboutirait au même résultat, et c'est 20 à 25 minutes par jour. Je pense que si vous donnez le choix aux Français de travailler 25 minutes de plus par jour ou 2 ans de plus à la fin de leur carrière professionnelle, ils auront vite fait le choix. Travailler plus ou travailler plus longtemps. Ouais. Vous avez parlé de l'argent magique, de la question de la dette aussi. Ça veut dire que si on fait toutes ces dépenses, c'est-à-dire qu'il faut augmenter les impôts ? Non. Là, pour le compte, je répète, vous avez une dette qui est nécessaire. Malheureusement, on a 2300 milliards de dettes qu'on a constituées au cours des 40 dernières années qui, elles, n'étaient pas nécessaires parce qu'on n'a pas été sérieux et qu'on a décidé de faire financer notre niveau de vie par nos enfants. Là, vous avez une dette qui est nécessaire parce que ne pas faire cette dette vous coûte plus cher à la sortie. L'exemple est très simple. Si vous laissez tomber Air France, comme ça a été une polémique. Si vous ne donnez pas de l'argent à Air France, et cet argent on l'a pas, mais on l'emprunte. Si vous ne donnez pas de l'argent à Air France, la boîte meurt. Vous ne reconstruirez jamais Air France. Et les milliers d'employés, même si malheureusement il y aura un plan social, les milliers d'employés d'Air France disparaissent de la circulation, si j'ose dire, vont au chômage et vous coûtent de l'argent. Donc, vaut mieux donner de l'argent à Air France que de dire non, on va garder ça, on va pas emprunter et on laisse couler la boîte. Vous perdez la boîte comme contribuable, vous perdez les salariés comme contribuables et les salariés, faut les indemniser au chômage. Vous perdez 3 fois. Donc là, c'est-à-dire qu'on donne l'argent et après, du coup, c'est-à-dire que on va espacer sur le temps, on va avoir un retour sur le temps, c'est quoi ? La priorité, on nous parle beaucoup de reconstruction. La priorité, c'est d'éviter les destructions. À partir du moment où il y a les plans de licenciement qui vont s'enchaîner, il faut absolument limiter la casse. Et d'ailleurs, nous faisons 2 propositions très simples et très concrètes. Oui. Le prêt garanti par l'État que les entreprises ont contracté doit être transformé en quasi-fonds propres. Qu'est-ce que ça veut dire très simplement ? Ça veut dire qu'au lieu de leur demander de rembourser à partir de janvier prochain, pendant 2 ans, ils ne remboursent rien et on étale ce remboursement sur 10 ans. C'est-à-dire, on passe la crise et ensuite, ils remboursent. Au taux d'intérêt d'aujourd'hui, ça coûte pas grand-chose et franchement, l'État peut le prendre en charge. Deuxième chose, quand une entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, aujourd'hui, on paye les salariés, c'est bien normal, avec ce qui reste comme argent dans l'entreprise, on paye les salariés, et ensuite, on paye l'État et la Sécu. Nous, on dit, ne payez pas l'État et la Sécu, payez les fournisseurs. Parce que sinon, une entreprise qui colle une ardoise à 5 autres, d'une entreprise malade, vous en avez 5 qui tombent par terre. Jean-Christophe Lagarde, juste pour terminer sur l'écologie, c'était normalement ce qu'on attendait sur cette deuxième partie du quinquennat, un focus sur l'écologie. On n'a pas entendu grand-chose. Il n'y a rien, parce que, bon, allez, on va se faire plaisir comme souvent dans notre pays, on va mettre ça dans la Constitution et ça changera quoi ? J'aurais préféré avoir le réchauffement climatique, en l'occurrence. Oui, d'accord, mais enfin, une fois que vous l'avez mis dans la Constitution, vous continuez à utiliser votre voiture, les avions fonctionnent toujours au kérosène. J'aurais préféré, et c'est là où il y a un problème de stratégie qui est absente, c'est ça qui m'inquiète. Il y a un problème de cohérence. Pardon, mais se réjouir de la fermeture de Fessenheim, en même temps, c'est le cas de le dire, qu'on explique qu'il faut développer une grande filière hydrogène. J'ai défendu il y a déjà 2 ans la grande filière hydrogène lors des élections européennes et malheureusement sans être entendu. Mais pour pouvoir faire de l'hydrogène propre,
On doit garder de l'électricité nucléaire, c'est comme ça, même les experts du GIEC le disent, parce que si vous ne le faites pas, l'électricité, il va falloir la produire avec du charbon et du pétrole. La belle affaire, vous aurez rien gagné. Donc vous voyez bien, il y a de l'incohérence, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de stratégie, et c'est ça qui m'inquiète le plus. On l'a bien compris, inquiétant. Dernière question très courte, est-ce que vous allez voter la confiance cet après-midi à Jean Castex? Écoutez, d'abord, moi j'aime bien écouter ce qu'on dit avant de voter la confiance. C'est un truc très simple. Comme j'ai pas entendu grand-chose hier, je vais pas me prononcer sur ce que dit a priori. J'aime bien. Je ne veux pas faire confiance a priori, et je ne suis pas un homme qui me défie, qui est défiant a priori. J'attends de voir. Et finalement, le vote de confiance, qui est plutôt un symbole de rassemblement de la majorité, ne me concerne pas. Je pense que je m'abstiendrai. Maintenant, si le Premier ministre est extraordinairement convaincant, eh ben peut-être que je la voterai. Et si franchement il dit des bêtises, eh ben je voterai contre. Et vous porterez un masque dans l'hémicycle? On est obligé de porter un masque dans l'hémicycle désormais. Merci beaucoup, Jean-Christophe Lagarde, d'avoir été avec nous, président de l'UDI et député de Seine-Saint-Denis. Restez avec nous, le Grand Matin d'été continue.